Facile de se raccrocher coûte que coûte à un passé et à des traditions sans voir que tout change, tout remue autour de soi. Il est autrement difficile, autrement inconfortable de juger le passé et d'en extraire toutes les valeurs éternelles pour les adapter aux réalités du monde technique, scientifique que nous vivons. C'est la solution la plus difficile, la plus inconfortable, celle qui exige réflexion et courage. C'est la solution vraie et réaliste qui nous permet de préparer une société de demain, une Église de demain qui saura à son tour répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as donné cette faculté merveilleuse de donner la vie, donne-nous tous les jours ce pain quotidien dont nous avons besoin pour élever, enfanter, développer, faire grandir ces enfants que tu nous as confiés. Donne-nous d'être comme le propriétaire de l'Évangile, capable de tirer de notre trésor du neuf et du vieux. Amen. C'est ainsi que Tata Béline a conclu sa lettre. Puis ces paroles nous mettent en communion avec sa mémoire à travers ce geste de lumière qui vient d'être effectué. Devant la lancinante et épineuse question de tous les temps, l'éducation, le pragmatisme du bon pasteur se voulait clairvoyant et net, en disant: pouvons-nous faire quelque chose? C'est la question que la plupart d'entre vous se posent avec une certaine angoisse. Permettez-moi d'y répondre avec force, avec autorité. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire tout de suite. Celui qui ne se met pas tout de suite au travail, celui-là n'est pas un vrai Congolais. Celui-là n'est pas un fils de l'Église. Celui-là, il faut le dire, il faut le répéter, à tout temps et à contre-temps, il faut le dire dans tous les lieux où vous réunissez. Je manquerai à mon devoir si je ne vous parlais pas ainsi avec force et fermeté. Il y a quelque chose à faire. Dieu nous a donné une intelligence. Nos ancêtres nous ont légué une sagesse que beaucoup nous envient. Asseyons-nous un moment, un long moment. Asseyons-nous en famille, asseyons-nous en paroisse, asseyons-nous et commençons par faire la lumière et réfléchir. Ces paroles, d'une actualité saisissante, retentissent encore avec autant de vibrations, comme si elles émergeaient des gens, au pays du moins, et même ici, malheureusement, les danses obscènes, la profanation des tombes, la désacralisation de la vie et des morts. J'ai envie de crier ce message: il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire tout de suite. Celui qui ne se met pas tout de suite au travail, celui-là n'est pas un vrai Congolais, celui-là n'est pas un fils de l'Église. Cela, il faut le dire, il faut le répéter à temps et à contre-temps, il faut le dire dans tous les lieux où vous réunissez. Je manquerai à mon devoir si je ne vous parlais pas ainsi. Avec force et fermeté, il y a quelque chose à faire. J'ai cité encore le cardinal. Mais nous parlons de Tata Béyenda. Qui était cet homme? Une brève présentation de sa biographie par Elena Sita, à travers cet ouvrage, nous donne un aperçu qui résume assez bien quelques traits principaux de sa biographie. Donc je vais vous les lire.
Il est né en 1927, près de Malela Bombé. Son père s'appelait Semo Marie-Albert et sa mère Biela Joséphine. Après des études primaires aux missions catholiques de Kindamba et de Bunji, Émile Beyenda fait des études secondaires au petit séminaire de Mbamou et des études de philosophie et de théologie au grand séminaire de Brazzaville. Ordonné prêtre le 26 octobre 1958, il est successivement vicaire à Ouenze de 1959 à 1962, curé de Mouléké de 1962 à 1965, et en même temps responsable diocésain de la Légion de Marie, un mouvement de prière et d'apostolat dont l'action est redoutée par les hommes politiques, ce qui lui valut la prison par des fausses accusations. C'est en octobre 1965 qu'il part à Lyon pour y compléter ses études supérieures, qu'il termine par une licence en théologie et un doctorat en sciences sociales, dont la thèse porte sur coutumes et développement chez les Congo du Congo-Brazzaville. Rentré au pays, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Moungali, puis en février 1970, ses confrères à l'unanimité le désignent comme vicaire épiscopal chargé de la coordination entre les diverses œuvres d'apostolat et les commissions diocésaines. Le 26 mars 1970, il devient évêque coadjuteur de Monseigneur Théophile Mbemba, à qui il succède après sa mort le 14 juin 1971. En 1973, il est créé cardinal au consistoire du 5 mars. Il meurt tragiquement assassiné le 22 mars 1977. Je conseillerais quelques ouvrages à l'attention des personnes intéressées qui souhaitent mieux connaître le cardinal Beyenda. Cet ouvrage contient une riche présentation de sa biographie avec des éléments rassemblés par Hélène Sita. Vous trouverez d'autres ouvrages le concernant sur la table au fond, nous les mettrons tout à l'heure. Revenons donc à la lettre pastorale sur l'éducation. Il écrit « Éduquer signifie faire sortir d'eux », ce qui revient à dire que toute œuvre d'éducation est un enfantement qui commence au jour de la conception pour ne se terminer qu'avec la mort. Vous, parents, de par la volonté de Dieu, vous êtes ses collaborateurs pour donner la vie. Vous êtes aussi ses collaborateurs pour que cet embryon, cet enfant qui ne sait que boire, dormir, pleurer, sourire, devienne un homme conscient, capable de découvrir en lui et autour de lui les valeurs qui l'aideront à vivre en homme. Un homme libre, que ni la peur, ni la haine, ni la violence, ni son passé, ni sa race n'enchaînent et n'entravent. Mais au contraire, qu'il devienne chaque jour plus libre, libre pour aimer Dieu et servir ses frères, tous ses frères, un homme responsable qui saura à son tour prendre sa place dans la vie familiale, dans la société, dans l'Église, un homme social qui aura compris qu'il n'est pas bon d'être seul, mais qu'il nous faut vivre en société avec ses frères et collaborer avec eux au bien de tous. Enfanter un homme conscient, libre, responsable, social, capable d'aimer, voilà l'œuvre d'éducation que nous avons tous à réaliser ensemble. Famille, État, Église, dans le respect mutuel de nos droits et de nos devoirs, dans la seule volonté de former des hommes. Nous pensons, nous, fils et filles de l'Église, que la tâche la plus difficile, la plus ardue, mais combien la plus belle, est de former des hommes libres, par conséquent capables d'aimer, et qui ainsi passeront leur vie comme notre Maître et Seigneur a fait. Nous sommes sous. C'est donc un investissement global de la personne humaine intégrale en vue de produire et d'obtenir un résultat bon,
sur un adulte en devenir au sein de la famille humaine en général et plus particulièrement en tout lieu où cet adulte potentiel sera amené à s'épanouir. Lusansu peut se décliner en sansa, ce qui veut dire prendre en charge complètement une personne, généralement enfant à bas âge jusqu'à l'âge adulte, ou encore accompagnement soigné d'une personne adulte en situation de vulnérabilité, fragilisée, diminuée ou démunie, pour quelque raison que ce soit. Lusansu est également synonyme de transmission, d'enseignement ou d'initiation. Éduquer en Congo nous ouvre un champ immense qui fait intervenir autant d'acteurs que le requiert cette donnée incontournable, tout comme dans d'autres cultures. Tatabeyenda se tient à la croisée des chemins entre celui de la tradition et celui du modernisme, portant en lui aussi bien les valeurs de laïcité et de sa religion qu'il vit dans un esprit d'inculturation. Il s'appuie aussi bien sur saint Paul, 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il cite dans sa lettre, vous la découvrirez tout à l'heure. Je vais le lire quand même, pour vous donner déjà une idée, que l'idée ne se perde pas. Donc, quand il cite saint Paul, il rebondit sur cette parole. Aucune tentation ne nous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Donc il s'appuie aussi bien sur l'Évangile que sur le paragraphe de la Déclaration universelle des droits de l'homme concernant l'éducation des enfants, vous verrez dans la lettre tout à l'heure, et aussi sur la déclaration du Concile Vatican II. L'homme vit pleinement dans la modération des cultures, appliquant ainsi la sagesse de nos ancêtres, Koko Maji, Koko Mungwa, sans extrémisme, sans syncrétisme, mais sachant relier pertinemment le tout, autrement dit, Kintoabi Maniela. Les responsabilités sur l'éducation sont éminemment partagées entre la famille, la société au sens large, le pouvoir politique, les religions, les institutions républicaines. Le cardinal Biayenda y fait allusion en citant les principaux textes que je venais d'évoquer et que vous retrouverez tout à l'heure. Aussi, un certain nombre de paramètres inhérents influencent en conséquence l'éducation de nos enfants, qu'il s'agisse des moyens de communication que de nouvelles écoles. Vous venez de différentes il fallait pas parce qu'un village, par exemple, un village, quand on dit le village, il y a plusieurs villages, il y a des catégories, donc c'est un petit village où vous êtes un maître, peut-être une famille. Une famille chez nous, donc allons, ses soeurs, ses enfants, et vous habitez là. Être à la fois des gens modernes, mais avec une société morale acceptable. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris le sujet. Voilà, chacun peut donner son point de vue.
problèmes d'éducation et de force de les surmonter. Cela me semble être une de ces vérités fondamentales, simples, tellement simples, que nous oublions de la regarder en face et d'y prêter attention. Croyons-nous de toutes nos forces à cette aide divine, à cette assistance divine dans notre tâche d'éducation. C'est l'objet même de notre rencontre. Donc, si les complétions de temps en temps, j'ai eu l'occasion de les chefs s'occupent de savoir quoi. Si nous citons une méthode d'éducation, c'est un certain nombre de coutumes qui disparaissent aussi. Le Mbongi est mort. Mais pourquoi a-t-il été remplacé? Nous sommes bien obligés de reconnaître que jusqu'à présent, rien n'a été mis en place pour faire revivre sous une forme nouvelle celui privilégié. J'arrive. Il y a l'école de formation qui nous fait à notre civilisation. Il a dit comme il va trop se faire et que les choses avec le soigner la France. Donc il est venu à Lyon pour se représente, il a fait des études. Et c'est là où il a passé sa thèse et il a eu un doctorat en sciences sociales. Il a beaucoup de soucis. Et quand il arrive au pays, le Congo, à l'époque, on n'était même pas à 1,5 million, on était à peine 1 million, on va dire à peine 1 million dans les années 60. Mais déjà, il voit ces problèmes-là, ces difficultés, mais c'était pas pire qu'aujourd'hui. C'était pas pire qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque, on les souvent dans les années 70. Il y avait les communistes, il y avait les miliciens, donc il y avait les enfants ne traînaient pas dans la rue. Il y avait la milice, des miliciens qui étaient là pour sécuriser. Commencer à échanger. Nous attendons donc. Peut-être va se lancer. Alors, pardon, moi, ce qui serait bien aussi, je n'ai pas fait la présentation, mais je pense qu'à un moment, il faudra qu'on fasse un peu connaissance aussi, et puis je ne sais pas s'il faut le faire maintenant. Voilà, on peut le faire en prenant la parole, on peut se présenter aussi, ça permet de pouvoir se repérer, et puis voilà. Donc, dans mon boulot, va se lancer peut-être. Matteo. Italia, je vois un année. Je ne peux pas prendre la parole sans me présenter, comme on l'a pris dans notre culture, et ce sera. Avant qu'on va pouvoir aller parler, on va mettre son nom. Donc, on va aller au boulot. Maman joue le villa, la biciclette, et Tata joue le villa, la biciclette. Et il y a bouché. Mais non, Et il y a bouché. mais non, t'es que le biciclette, la biciclette. Vous, quand vous avez j'aimerais que la Tanzanie, pour votre madame, les satisfaits, mais il faut la gagner à quotidien. C'est ça qu'au mois de mars, on puisse se réunir pour s'asseoir, refaire les mots. Je te laisse, ça m'a fait plaisir. Maintenant, mamie. Donc, on a fait notre réunion, notre petit groupe. On a dégagé les inconvénients et les avantages du Mbongi. On s'est trompé tout à l'heure en disant que le Mbongi s'était fermé en 1930. Non, ce sont les écoles initiatiques qui ont fermé en 1930. Peut-être que les Mbongi ont continué puisque le cardinal Bialinda, que j'ai bien connu, bien vu à Mindoubi, lorsqu'il est venu ordonner le monseigneur actuel Milano Anatole, ça s'est passé à minuit. Donc lui, il a probablement participé à des Mbongi. Il y en avait encore.
Mais nous autres, on n'a pas connu le Mbongi. Voilà, donc ça, c'est... Alors, on s'est dit qu'avec la colonisation, je fais un petit résumé, il y a une destruction totale de notre structure d'éducation et d'enseignement, suivie d'une régression et d'un appauvrissement de notre société. Et donc, on nous a confisqué la liberté et notre indépendance. Ce qui fait que nous n'avons pas les moyens économiques qu'il faut pour nous organiser. Le Mbongi par Internet peut exister parce que nos petits gars, ils y vont. Ils font beaucoup de choses avec. Il faut l'organiser. Peut-être qu'il marchera. Mais ça ne sera pas un météo Mbongi. Enfin, je ne sais pas comment ça, mais voilà. Voilà. Ça sera trop ouvert. Et notre jeune derrière, il nous a dit, arrêtons de pleurer. Le noir danse, il fête, il ne prend pas le temps, pendant toute une nuit de fête, de trouver 30 minutes d'éducation. Parce qu'à la fête, tout le monde vient. Ici, où il y a le problème d'éducation avec les pancartes ici, là, personne ne viendra. Là où se rassemblent les gens pour s'éduquer. Donc, il faut proposer des solutions avec des objectifs bien précis pour rassembler des gens avec comment on appelle ça, des propositions bien attractives, même sur le plan économique, peut-être que ça ira. Donc la responsabilité est partagée avec le colonisateur et nous-mêmes pour cet appauvrissement de notre système éducatif ancestral. Le problème de l'ancêtre nous concerne, nous, parce que nous avons écouté le blanc qui nous a dit nos ancêtres sont les Gaulois. Je suis désolée, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Et nos enfants, nous le savent. La preuve, les deux qui nous ont accompagnés, ils sont dehors. Aucun moyen de les mettre au coin pour jouer, ils sont allés jouer ailleurs. C'est tout ce que je veux dire. Vivi. Parce qu'elle a une responsabilité, c'est elle qui écrivait. Hein. Pour essayer de compléter, de faire très court, difficile aujourd'hui de revenir ou d'avoir les possibilités d'être vraiment dans le développement du Mbongi tel que nous le connaissions, tel que l'a bénéficié Monseigneur. Ceux qui ont, nous qui avons grandi pendant ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes d'élite politique, ce qui la direction actuelle de ceux qui sont aux affaires. Parce que quand on prend les années où nous grandissons, prenons seulement les années 60, 65, la richesse était produite par des commerçants. C'est les commerçants qui produisaient la richesse au Congo. Donc il fallait avoir l'imaginatif, faire appel à son intellect pour avoir des moyens de pouvoir fructifier l'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est les politiques qui ont l'argent. Donc, difficile pour les Congos qui sont à l'initiative de Mbongi, qui sont dans cette éducation de Mbongi, de pouvoir continuer cette forme d'éducation, de pouvoir même entretenir cette culture-là. C'est pourquoi nous, dans la conclusion que nous avons prise, il faut que nous nous organisions. Ceux qui aiment cette culture-là doivent s'organiser pour se donner les moyens de réaliser de continuer cette culture et de réaliser cette politique. Voilà. Merci. Donc c'est Mangoul qui se présenter. Oui. Je m'appelle Balbolangoulou, Félix.
pour les intimes, et c'est Mandoul pour ceux qui m'aiment bien. Donc je suis un petit écrivain. Je dis petit parce que je commence. Hein. Il y a des grands écrivains parce qu'il y a longtemps qu'ils écrivent, et moi je suis plus petit. Mais j'ai choisi mes thèmes, c'est les contes pour les enfants. Et donc je suis, moi comme j'ai cette chance-là, que n'ont pas certains ici, d'avoir été en Mongolie, d'avoir été éduqué en Mongolie. Donc quand j'écris, je sais des fois, qu'est-ce que j'écris, je sais de quoi il s'agit. Donc au lieu que c'est cette façon, cette forme d'éducation, parce que c'est une méthode éducative, se perdre, plutôt que ça se perde, on s'est dit non, il faut qu'on prenne le relais. Et au lieu de le faire verbalement, on n'a pas tellement de plateforme, donc on le met par écrit. Donc c'est comme ça que je mets par écrit tout ce que j'ai accumulé dans le Mbongi. Bien. Maintenant, que faire en termes de formation? Est-ce que c'est le Mbongi qu'il faut refaire? Je crois que mon frère a tout à fait raison, que ce n'est pas évident de reproduire le Mbongi tel qu'effectivement nous on l'a vécu. Parce qu'il y avait aussi l'environnement qui l'obligeait. On avait aussi, quand il en donnait les moyens, et puis la vie sociale le permettait. Je ne pense pas que... Mais je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Mais on ne peut pas le faire, c'est plus le faire totalement comme ça se passait. Parce que beaucoup d'éléments vont nous manquer. Donc à travers les livres, à travers peut-être des retrouvailles de ce genre-là, il y a des conteurs qu'on a ici, par exemple, en France. On peut se retrouver un jour ici, hein? Ça c'est à voir. C'est une façon aussi, les mamans vont nous amener des enfants, et nous sommes prêts ce jour-là. Moi, appeler les compteurs, lui, il le sait. Donc je peux amener ces compteurs-là ce jour-là. Je viens avec les comptes, vous amenez les enfants, donc ça peut prendre toute la journée. Les gens animent, on boit, on mange ici, autour au moins des comptes. On va reformer le monde à travers les comptes. Donc là, c'est le que faire à travers les comptes. Donc moi, je suis prêt à m'investir parce que, et je vais vous demander aussi, c'est comme on dit chez nous, là où on mange les cacahuètes, c'est là où aussi, hein, on brosse ses dents. Ouais. Ses dents plutôt. Hein. Donc, moi, l'objectif, c'est pas seulement d'écrire des comptes. L'objectif, c'est d'arriver à monter un groupe théâtral des enfants à base de mes comptes. Donc, s'il y a des enfants que vous avez, qui sont à même de venir avec moi, nous allons les former, on va se mettre ensemble et vous allez écouter un jour, vous allez les suivre au théâtre par rapport, en tenant compte, en prenant la base en compte. Au lieu d'aller seulement au cinéma, aller écouter, aller regarder ce que ce soir. Au moins, c'est une manière aussi éducative de former nos enfants, qu'ils voient comment ça se passait dans le temps et eux-mêmes ils vont pratiquer puisqu'ils vont être des grands responsables du théâtre. Donc ça, ceci, c'est une façon de faire. Mais quand on a balayé le document, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de lumière, il y a des indices qui nous disent le comment faire. Le comment faire, il faut d'abord se mettre ensemble. Parce que seul, c'est bien dit ici, on ne peut pas faire quelque chose. Il faut se mettre ensemble. Et quand l'enfant naît, et nos parents nous le disent, hein, quand l'enfant naît, il est pour tout le monde. C'est quand il est dans le ventre de sa mère que l'enfant appartient à ses parents. Moi, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. L'enfant, vous devrez le mettre à la disposition de la société. Parce que l'enfant est formé par les parents qui sont les éléments clés de la formation. C'est eux les éléments primordiaux. Les parents d'abord, le cercle familial, mais ensuite vient l'environnement. L'enfant, par rapport à là où il grandit, il apprend des choses. Par rapport au groupe qu'il participe, des actions qu'il entreprend à gauche-droite, l'enfant apprend tous les jours. Dans le document, c'est bien dit que l'apprentissage, il est continu.
C'est-à-dire ça commence au moment où l'enfant, vous le mettez au monde, vous commencez à lui donner à boire, lui montrer comment il faut téter, comment faire ceci, jusqu'à ce qu'il soit à sa fin de cycle de vie. Parce que l'être humain est géré, Dieu a tout fait pour que l'être humain ait trois phases dans son cycle de vie. La naissance, le développement et la fin de sa vie. Donc, dans le développement, c'est là où nous rentrons en tant que parents pour la formation de nos enfants. Parce que enfant ne veut pas seulement dire un tout petit enfant. On est toujours enfant puisqu'on est enfant de ses géniteurs. Donc on restera toujours enfant. On aura toujours besoin de quelqu'un sur un certain point pour se faire éduquer. Donc l'éducation est continue. Donc voilà, là, se mettre ensemble, se partager la pensée, parce que vous n'allez pas éduquer quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Je vais déjà commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein. Je suis Mama Kakama. Hein. Ça, la majorité ici m'appelle Mama Kakama. Bon, apparemment... On s'accroche quoi. Voilà, Mama Kakama. Tout le monde s'accroche autour de Mama Kakama. C'est vraiment un plaisir. Voilà, pour moi, donc... Je veux dire qu'en lisant donc la lettre du cardinal, voilà. Donc, Fonata Georgie. Au moins on sait que makala kamenetore ayadwe imenizie donc nous tu tunga ibeto mazoyani natamo bimbuluyani natabu to zebi déjà quand tu vuka na papa papa wakateli futa vuka nini tazaba kai parce que batu kundira njiwanzo ubele kuna sangi hein. Tout à l'heure on parlait de Mbongi. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas refaire le Mbongi comme ça se faisait au pays. C'est pas possible. Mais qu'on le veuille ou pas, chacun de nous, dans son fort intérieur, se pose toujours la question, que faire? Comment faire? Alors je veux vous dire comment Mama Kakama a réussi à mettre en place un Mbongi ici en France. Voilà. Donc, Mama Kakama a réfléchi. Moi j'habite à Épinay-sur-Seine. Quand on a dit que tu as un Mbongi, il y a beaucoup. Donc c'est pour cela, nous sommes dans un pays démocratique. Il y a des institutions qui existent. Moi je pense qu'il est de notre devoir de nous approprier ces institutions. Donc une démarche a été faite auprès de la commune d'Épinay-sur-Seine, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. La ville d'Épinay a mis à notre disposition un local, où on tient une permanence tous les samedis. Ça nous permet de nous réunir. Il y a des frères qui sont ici, qui savent. Je m'organise. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 50 € pour aller louer une salle, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour cela que je dis que nous avions des institutions ici. Il faut s'en approprier aussi. Cela ne veut pas dire qu'on peut se retrouver dans d'autres circonstances. On dit bon, on va se retrouver à tel endroit parce que c'est pratique et tout, ou on demande à chacun d'apporter une petite contribution, ok, mais à côté de ça, parce que c'est tout un travail, hein. Ce que Tata Kourou fait là, moi, vraiment, je dis chapeau, mais une fois par mois, ça ne suffit pas. C'est quelque chose qu'il faut préparer. Donc ça nécessite des rencontres au moins une fois par semaine. Si on veut vraiment sortir quelque chose de ce projet-là. Donc c'est pour dire que nous, en réfléchissant, on s'est dit, bon, quoi faire? On commence d'abord par se regarder. Moi, ça fait 30 ans que je suis en France. Donc vous vous rendez compte qu'au bout de 30 ans, il y a un moment donné, j'en ai marre d'être ici. J'ai envie de rentrer chez moi. Mais malheureusement, c'est compliqué de rentrer chez nous.
Donc on s'est dit, ben là où je suis, c'est là où je dois faire tout ce que j'ai envie de faire. Eh bien, on commence par partager notre culture. Se partager la culture, mais laquelle? On a commencé tout simplement à nous regarder. J'ai commencé tout simplement à me regarder. J'ai dit, mais il y a un problème en moi. Pourquoi je ne m'accepte pas tel que je suis? Ah, d'accord. Bon. Il faut apprendre aux personnes d'augmenter l'estime en soi à travers la coiffure déjà. Parce qu'à force d'avoir la coiffure qui ne nous appartienne pas, parce qu'on veut ressembler à l'autre, déjà on a un problème. Moi j'avais un problème avec moi-même déjà. Ouais. Voilà. Et j'ai cherché à résoudre ce problème-là. Mais je me suis dit, mais parce que c'est trop difficile. Je dois embarquer du monde avec moi. D'où l'association de Kakama Accroche-toi. Où nous mettons en place des ateliers d'apprentissage de tresse africaine. Donc, on apprend, non seulement on apprend à tresser, mais aussi on s'est dit, mais tresser, ça ne suffit pas. Il faut montrer aux gens comment entretenir les cheveux. Comment les entretenir? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des cheveux naturels, on a l'impression que c'est impossible de les entretenir ou de se trouver belle. On a toujours l'impression que, ben, tiens, les cheveux naturels, ben, tu es négligé. C'est pour cela que tu ne t'occupes pas de tes cheveux. Eh bien non, aujourd'hui, on veut montrer une autre image de la femme africaine qui est fière d'être ce qu'elle est. Et c'est ce que nous faisons à travers l'association. Donc c'est pour cela que tous ceux qui sont ici, qui nous connaissent, ils savent que ben, ils peuvent venir à Épinay. On est là-bas tous les samedis de 14h à 18h. Voilà. Découvrir les produits que vous faisiez. Découvrir les produits qui permettent d'entretenir nos cheveux, que c'est possible de porter nos cheveux, parce que nous avons des beaux cheveux. Regardez ma tête, je suis vraiment fière d'être au naturel. Voilà, africaine et fière de l'être. Voilà. Et c'est ça vraiment, c'est mon combat à moi, que je partage avec tout le monde. On est là. Voilà. Donc ceux qui veulent partager le même combat, on est ensemble. Voilà. Maman, bon, tu sais ça là-bas. Nous devons là. Si le nom est résumé tout petit ça et puis après tout ce projet. Donc moi je suis médecin de rééducation fonctionnelle. Moi je choisis ma spécialité au Congo en 1989. Je savais que je devais partager avec d'autres le problème de l'éducation de notre société. Donc il s'agit d'un jeune embauché qui vient mourir entre mes mains à l'hôpital général parce que membre a été manzo. Et puis Kabila Mao, et puis on ferme la porte, docteur Vumbula. Il est tout chaud. J'avais beau dire, il est décédé. Non, on ferme doucement la porte, docteur, il faut pas Vumbula, mais donc, et puis d'autres bébés qui venaient, ils mouraient parce que paludisme, on allait passer le temps, anémie et tout. Je me suis dit, il y a quelque chose à changer dans l'éducation de notre société. Peut-être que les choses vont s'améliorer. Donc j'ai choisi ma spécialité. Donc, ici, au niveau de la France, ça fait presque 24 ans que je suis là. Donc j'ai commencé mon travail d'éducation de la société longtemps, aussitôt que je suis arrivée. Je pense que, voilà. J'ai fait beaucoup, je crois, d'autres sont venus me voir à Malakinoko ou ainsi de suite. Et puis maintenant, on a engagé un travail de Yemeka, plutôt que le Sanzou. On se rassemble, on s'est rassemblé avec le Tatamato et puis pas mal de gens. Les 3 premiers mois de l'année, on l'a fait successivement en 2012, 2013 et 2014, on va commencer. Donc, on a fait une association aussi qui s'appelle Kamam Bangala. Donc 9 bâtons pour chacun de nous a 9 pouvoirs pour faire ce qu'il veut avec son Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit que nous devons être ensemble. Il faut commencer par le Dieu, c'est le seul Dieu, il ne faut pas écouter les autres. Si vous les écoutez Boko Haram, quand il viendra, ce sera la dépendante.
Donc du coup, on va parler de tout ça. Le 28, là, la fin de mois, tous les enfants de l'école de Zou, parce que Zou peut être long, c'est encore pour notre Ngoya. On a commencé l'année dernière, on a fait pas mal de balababine de Baïza. Donc on a enseigné le Zou, enfin la langue, pour le coup, tout est Kazou, on te donne la salle, on a enseigné le Kikongo Kwaku. Et cette année, on a pris un peu de retard. La première séance qu'on fait, c'est le 28. Il y aura donc les enfants, tout le monde est invité d'amener, ne venez pas seuls s'il vous plaît, amenez ceux à qui on va transmettre le témoin. Ce que nous avons un témoin, c'est un bâton. Donc, amenez-les. Peut-être qu'on va s'amarrer avec tous ceux qui ont des comptes, parce qu'on a des gens qui se sont associés à nous pour faire les comptes. Et voilà, donc on fait des comptes, et on fait l'écriture, on fait le chant et le théâtre avec ces enfants de l'école au niveau du centre Diamoine. Et le Ngomat. Et donc, tout ça s'est fait dans le cadre de l'éducation thérapeutique mais culturelle. Culturelle mais thérapeutique. Parce que notre problème, c'est la souffrance que nous avons d'être venus vivre en exil. L'exil, quelle qu'elle soit, produit une certaine souffrance qui finit de transformer la personne, de le dénaturer et de le déformer dans ses actions et ses réactions et même de le bloquer. Ce qui fait qu'il faut commencer par diagnostiquer cette douleur, cette souffrance, la transcrire sous forme de douleur, savoir la doser pour pouvoir traiter avec les médicaments que nous... Le conte, c'est un moyen de thérapie. La musique, c'est un moyen de thérapie. Les vibrations, c'est un moyen de thérapie. L'énergie qu'on appelle le Nguissou, c'est un moyen de thérapie. Donc nous le développons ici, au centre culturel d'Yangoya. Nous développons des techniques de thérapie de notre douleur. Nous l'appelons éducation thérapeutique culturelle. Donc là où nous vivons avant Tadrangoya, ceux qui sont venus à Maladi venaient, on faisait de la thérapie dans le centre hospitalier où nous étions. Voilà. Donc c'est des techniques complémentaires à la rééducation et ça, à peu près. Voilà, de peu comme vous dites. Excusez-moi. Pardon, s'il vous plaît, nous écoutons. On n'a pas très bien. Bonjour, je m'appelle Bitsana, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e au collège. Et dans notre groupe, on a parlé en fait des moyens de communication. Voilà. Et en fait, nous avons conclu qu'en fait, les médias, c'était pas quelque chose de mauvais, mais en fait, c'était la manière de comment nous nous en servons qui était mauvaise. En fait, l'impact des médias sur les jeunes, elle était mauvaise. Parce qu'en fait, on s'enferme dans une bulle qui nous empêche de nous ouvrir au monde et à communiquer en fait avec les personnes qui nous entourent. Je vais compléter un petit peu ce qu'elle a dit. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas dans la salle. Donc, Mohamed Salabo Mbemba, Ningina Moutou en Martinique. Il est Bakouga Kanda Djamé, Bakala Bakongo, Ordinata Kouamika Moutamaki Nkolo. Dina Mounou Monaco, Djamé Voulou Mouvila Bakinsako, c'est Djamé Voulou Mouvila Bakinsako. On devait Yengi Kiengo, Yengi Djaka, Yengi Djamé Moutou. Donc, pour revenir à ce que la sœur a dit, donc, elle a parlé des médias ainsi que des moyens de communication. Donc, elle a dit que les médias n'étaient pas une mauvaise chose en soi, puisque bon, le monde évolue, le monde change. Et comme le monde change, donc les sciences, la technologie, ça évolue aussi. Donc, les médias, il y a quelque chose de très positif là-dedans, c'est que ça permet au monde d'être interconnecté. Donc on est tous connectés les uns les autres. Donc
ce qui fait qu'on a la possibilité d'obtenir de l'information très rapidement et d'être au courant des dernières actualités très rapidement, de pouvoir avoir des nouvelles de n'importe qui, de par le monde, très rapidement et aussi en temps réel. Et moi je pense que c'est un outil qui a une grande capacité, qui a un grand pouvoir. Et comme on dit toujours, un grand pouvoir nécessite un grand niveau de sagesse. Il faut avoir la sagesse et la maturité nécessaires pour pouvoir maîtriser cet outil-là, afin que cet outil-là puisse pouvoir nous servir dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que les enfants, notre jeunesse, vu que ce sont des enfants, donc ce sont des individus en devenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore cette maturité-là nécessaire. Puisque les parents sont là, justement, pour leur transmettre cette valeur-là, pour leur transmettre cette éducation-là. C'est cette éducation-là qui va leur permettre d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir contrôler ces outils-là qui sont à notre disposition, afin de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que lorsque notre jeunesse, lorsqu'ils ont à la disposition ces outils-là, comme les outils de communication, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, et que sais-je encore, les téléphones portables et tout ça, donc ils peuvent souvent être dépassés par ça. Ça les dépasse, pourquoi? Parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas encore cette maturité d'esprit pour prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est ça qui fait que notre jeunesse se retrouve perdue par rapport à ça que parlons. Et c'est à nous, les adultes, les parents, de pouvoir maîtriser cela à travers l'éducation, leur donner les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent prendre ces outils-là et s'en servir de la meilleure manière possible. Je donne juste un exemple. Là, actuellement, là, vous êtes en train de me filmer. Vous êtes en train de faire une vidéo. La vidéo, je pense qu'elle sera sur Internet ou je ne sais pas. Où il y a la possibilité de s'en servir de ça positivement, par exemple. Les gens peuvent voir ça et voir le travail que nous sommes en train de faire. Ça peut les interpeller et d'autres personnes peuvent nous rejoindre par la suite. Ça, c'est positif. Donc c'est pour ça que, comme elle l'a dit, les médias, c'est pas une mauvaise chose en soi. Tout dépend de la manière dont on voit la chose, comment on s'en sert tout simplement. Et le groupe, avant de pouvoir revenir justement sur les interventions. Je préside une association qu'on appelle Horloge du Congo. Une association à vocation politique. Justement, c'est pour s'inscrire toujours dans cette perspective de construction de Mbongi, mais de Mbongi politique. Et la lettre du cardinal Émile Bayena nous interpelle. À propos, nous avons estimé quelques perspectives en partant de cette lettre-là. Et nous nous sommes dit, quand l'autorité politique casse l'autorité parentale, l'éducation s'écroule. Donc nos débats ont tourné autour de cette problématique, de ce postulat que nous avons mis sur pied. Et donc, que faire? Et le que faire, notre que faire, c'est le même que faire du cardinal Émile Bayena. Et la réponse a été toute évidente, c'est de s'engager en politique. Chrétien ou pas chrétien, ayant la fibre associative ou pas associative, il faut s'engager en politique parce que l'éducation est une affaire de tous, des politiques, des non-politiques, des chrétiens, mais aussi, nous nous sommes dit, s'il faut éduquer les enfants, mais que faire de ceux qui éduquent les parents? Donc de ce côté-là, il faut aussi
qu'on regarde, parce que une calebasse qui n'a pas d'eau, elle ne peut pas donner de l'eau s'il faut servir de l'eau, parce qu'on ne donne que ce que nous avons. Si nous sommes déstructurés de l'intérieur, eh bien, nous allons produire la déstructuration et c'est mauvais pour les enfants. Et donc, nous estimons qu'il faille s'engager en politique parce que c'est le lieu où se prennent les décisions. Les mauvaises décisions se prennent là. Et les meilleures décisions aussi se prennent là. Et donc, si nous y sommes absents, eh bien, ça va être catastrophique pour l'éducation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que j'ai bien fait le résumé de ce que nous sommes. Non, c'est toujours. À moins que le doyen ait quelque chose. Ah non, c'est bien, tu peux la dire, c'est bien. Justement, ah, oui, c'est bien. Justement, je l'ai juste complété, hein, parce que je faisais partie du même groupe. Donc en fait, nous, c'est comme Gachi l'a expliqué, nous on a essayé d'inverser parce qu'on a pensé que c'était plus ou moins injuste quand même de jeter au groupe. Je suis pas présenté, moi c'est Aaron Aloka. J'aurais du mal à faire comme les autres, à dire quelle tribu de quel village. Sincèrement, j'aurais du mal. C'est grave ça. La prochaine fois, je ferai cet effort-là. Je vais mémoriser. Et puis, avec le temps, en tout cas, j'en suis pas fier d'ailleurs, sincèrement. J'aurais voulu, à mon âge, ne pas savoir d'où je suis. C'est grave. Parce que quand je lis même le prêtre qui était cardinal, qui mettait un accent sur cet aspect-là du village, je me dis c'est une honte pour moi de ne pas savoir d'où je viens. Parce que la dame en face a dit quelque chose de capital. Ils nous ont fait croire, les colons nous ont fait croire que nos ancêtres étaient des Gaulois. Si ce n'est pas une aberration, c'est une comédie. Donc, pour revenir à... Permettez-moi d'ajouter que le village, c'est une boussole. C'est une boussole énergétique. Un repère important. J'en conviens. Donc je disais, nous on a essayé d'inverser la pyramide parce qu'on pensait que c'était une méchanceté de dire c'est pas pour aller à l'encontre du cardinal, c'était une méchanceté de penser que les enfants étaient mal éduqués parce qu'ils étaient comme ça et tout ça. C'est comme si il prenait exemple sur personne, mais il a su le dire, on ne donne que ce que l'on a. Parce que, au fond, au-dedans de soi, en tant que parent, on n'a rien à transmettre de positif, on va transmettre que ce que l'on a. Donc, ce travail de fond, le doyen a noté quelque chose de capital, il dit l'exemplarité chez nous reste un problème dans tous les domaines. Nous sommes une société qui est comme elle est, malheureusement, et il ne faut pas faire semblant de faire croire que ce sont les élèves qui sont mauvais. Lorsque dans une école, les professeurs monnaient les notes, lorsque les professeurs d'université contre des désirs charnels donnent des moyens aux jeunes filles, on ne va pas dire au final que ce sont les étudiants qui sont incompétents. Ce n'est pas assez logique. Donc, et en ayant parlé des mots, il faut avoir l'audace et le courage de dire que ce ne sont pas que nous. Ce n'est pas que la jeunesse qui est pourrie, c'est parce que cette jeunesse se trouve dans un environnement qui ne lui permet pas d'avoir une maturité qui puisse plaire. Ça, c'est un fait important. Et sur la pratique de la politique, parce que généralement, moi j'ai essayé de faire opposition à la suggestion des autres, qui disaient bon, le chrétien devrait. Parce que nous, dans notre façon de comprendre la chrétienté, on nous a toujours appris, en se basant sur des passages bibliques connus, qu'il ne fallait pas, le Christ même était, ce sujet-là était assez explicite, il disait qu'on ne pouvait pas, qu'il fallait à César donner ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et généralement, nos hommes d'église nous répètent à tout va ce genre de passage biblique pour nous faire croire, sinon pour nous aliéner, qu'on ne devrait pas avoir une part active dans le monde politique. Or, les autres m'ont fait comprendre que si seulement on ne prenait pas le soin de s'engager là où les décisions se prennent, parce que je dois même citer une phrase du pape François qui dit, je cite,
la meilleure manière de servir la communauté. Je vais retrouver le passage, excusez-moi, où il dit la plus grande charité, c'est de servir un plus grand nombre de gens. Et chez nous, on nous fait croire que la politique, c'est un espace réservé aux francs-maçons, excusez-moi les termes, ou aux démons, alors que la politique, ce n'est que la gestion de la cité. On n'a pas besoin d'être rosicrucien pour faire de la politique. C'est lorsqu'on est plus de bon sens, lorsqu'on se soucie du bien-être de tout le monde, qu'on peut s'engager sur ce terrain-là. Ça ne doit pas être réservé à un certain nombre de démons et puis exclu aux chrétiens. Ce n'est pas logique. Un chrétien aussi peut faire de la politique en aidant les gens. On a eu des exemples qui m'ont fait réfléchir sur la refondation de l'Europe. Le confrère nous a rappelé que ici c'était De Gaulle, en Allemagne c'était... Il n'y a que des chrétiens, après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont redonné, sinon qui ont implanté les bases de l'Europe actuelle. Et si nous aussi, chez nous, on pouvait, quand je dis chez nous, je parle du Congo, de manière générale, de manière particulière, sinon de l'Afrique, de manière générale. Si on pouvait, en tant que chrétien aussi, faire de la politique une priorité, je pense que ce qui se vit actuellement changerait peut-être. Parce que les décisions, les bonnes décisions, je ne veux pas me répéter. Voilà. Merci. Donc avant de réagir les uns sur ce que les autres ont pu dire, j'aimerais apporter un petit éclairage aussi sur ce que Dakamara vient de nous partager. C'est une fausse idée que nous avons de penser que par exemple l'Église catholique, entre guillemets, entre parenthèses, interdit aux fidèles de faire de la politique. C'est pas vrai, puisque dans les 16 documents conciliaires, donc les documents, l'un a inspiré le cardinal pour écrire sa lettre sur l'éducation, on encourage, bien au contraire, les chrétiens à s'engager en politique. Il y a un document qu'on appelle l'apostolat des laïcs, qui fait partie des 16 documents conciliaires, qui encourage tout baptisé de s'impliquer en politique. Donc l'Église catholique ne condamne pas ou ne pousse pas les chrétiens, les fidèles, à se désintéresser de la politique. Peut-être dans les nouvelles églises, dans les nouvelles assemblées où on dit ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Je pense qu'il faut se donner les moyens de se cultiver, de s'informer, mais pas simplement de suivre ce que les gens disent ou ce que les autres ont dit. Il faut aller à la quête de l'information, il faut savoir s'informer, il faut se cultiver. Je ne veux pas trop abonder sur cet aspect de l'évangile où Jésus lui-même a encouragé ceux de son entourage à s'engager en politique interne. Ça pourrait être un autre débat. Donc simplement pour dire que c'est une histoire, c'est une question de vocation. On ne pourra pas tous faire de la politique. Parce que nous n'y sommes peut-être pas appelés. Il faut vivre la chose avec une certaine vocation. Il faut se sentir prêt pour entrer dans un appel. Il y a des personnes, on ne fait pas, c'est justement, enfin, ce n'est qu'un avis personnel. Si aujourd'hui nous nous plaignons de la politique au Congo, et c'est parce que les gens y sont venus par appât de gain. C'est la même chose pour les métiers que nous exerçons. Nous embrassons parfois des carrières, nous faisons des métiers que nous n'avons pas choisis, mais que le besoin nous a fait choisir. C'est-à-dire qu'on galère, on ne sait pas trop quoi faire, on trouve une opportunité. Donc, pour ça, les Congolais, on est très forts. Avec le gros français, on appelle ça des profito-situationnistes ou de l'opportunisme. Eh bien, on y va, on fait de la politique, mais ces gens ont-ils senti un appel de se mettre justement au service de la communauté, de la plus grande communauté, d'un plus grand nombre de personnes? Je n'en sais rien. Donc c'est une affaire plutôt de vocation. On a tous cette tentation. Moi, ça m'est arrivé aussi un moment de me dire, bon, mais pourquoi être là à écouter ces abrutis, certaines personnes? Je dis, mais enfin, je ne suis pas meilleur que lui, mais peut-être que je pourrais apporter quelque chose de plus constructif. Mais si ce n'est pas mon chemin, peut-être que je suis fait pour être plus utile ailleurs. Mais parfois, on est révolté justement de voir
que ceux qui nous entraînent sur des chemins boueux ou je ne sais pas. On se dit, mais où est-ce qu'on nous emmène? Nous sommes tous habités par cette tentation. Donc je pense que c'est bien de s'engager en politique, mais il faut vraiment se sentir aussi appelé à vivre cela, pas simplement par appât de gain, mais se dire que j'engage ma personne entière, je risque ma vie pour un plus grand nombre, parce qu'il y a une nécessité qui m'interpelle à le faire. Maintenant, tous on peut faire de la politique. Hein. On peut tous faire de la politique, mais on ne la fera pas bien, parce que ce n'est pas vraiment notre chemin. Donc, chacun doit chercher à se connaître lui-même et à s'investir dans un domaine où il se sent appelé dans son fort intérieur. Savoir que, bon, même si je ne suis fait que pour être malafoutier, eh bien, maintenant on abat les palmiers au pays, on ne peut plus monter sur les palmiers parce que les gens n'arrivent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abattent les palmiers. Et après, on n'aura plus de palmiers. Et donc, les sambas, on n'en aura plus. Ou on importera du Cameroun, voilà. Mais les gens ne veulent plus parce que c'est, entre guillemets, un métier avilissant. Mais non, tu peux être aussi malafoutier et bien apporter du malafou aux autres. Voilà. Donc, c'est aussi une question de se connaître soi-même, comme disait Mme Kakama tout à l'heure, d'avoir une fierté de soi, de qui on est, et de le faire et de le faire. Je pense que nous avons dit beaucoup de choses les uns les autres. Il y a deux choses qui retiennent mon attention. Il y a d'autres choses aussi, mais deux principalement, c'est que je constate que nous ne nous sommes pas choisis de venir là en tant que responsables d'associations ou personnes engagées dans des causes nobles. Tous ne se sont pas présentés là. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont là, mais ont préféré être voilà, très humbles, comme on dit, sinon rien dit, de ce qu'ils font, de leur combat, qui a engagé toute leur vie depuis des années, et qui sont là parmi nous, qui sont des acteurs aussi engagés au niveau politique et même au niveau social. Donc voilà, nous nous sommes retrouvés là, et je pense que ce serait intéressant de noter vraiment le parti pas comme ça, sans me dire un peu, me redire les noms des associations. Là, j'ai retenu juste l'horloge du Congo, il y a l'association Kakama Kochwa, Fidélia,